On est à 7, on est effectivement dans un endroit absolument habité et on est heureux de recevoir Laurence. Vous êtes de Saint-Martin de Londres, c'est bien ça? Et vous êtes professeure remplaçante en école primaire et maternelle. Alors, on est très heureux de vous écouter, Laurence. Oui, eh bien moi j'ai tenu à porter un message à ceux qui m'écoutent et aux journalistes. J'aimerais beaucoup que dans cette campagne et d'une manière générale, lorsque l'on tient à parler d'éducation, on arrête de dire école. L'école n'existe pas. Il y a la maternelle, il y a le collège, le lycée filière générale, le lycée filière professionnelle. École, c'est trop vaste, c'est trop flou. Vague. Donc on est déjà dans une question floue. Et puis, j'aimerais que l'on se risque à aborder certains sujets tabous. Ça a commencé un petit peu et il s'est produit ce qui se passe toujours avec les sujets tabous. On a répondu par de la morale, on a répondu par une vision fantasmée de l'école, on a répondu par de l'idéologie, mais on n'a pas répondu par des faits. Et moi je souhaiterais que sur 4 points, je vais vous citer, on revienne, on soit factuel et on aille au bout des choses, même dans le dur. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui est école inclusive. L'école inclusive dont les effets ne sont pas évalués du tout. C'est-à-dire qu'on reste sur un principe. Vous êtes méchant, vous ne voulez pas les handicapés, vous êtes gentil. On accueille tout le monde, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment, on ne se pose pas la question. À partir du moment où il n'y a pas assez de place en institut médico-éducatif, en IME, il est évident qu'à l'école, il y a des choix par défaut. À partir du moment où M. Blanquer dit on prend tout le monde à 3 ans et que les IME ne débarquent à 6 ans, vous allez avoir en maternelle des enfants qui ne poseront aucun problème et qui s'épanouiront merveilleusement, qu'ils soient handicapés ou non. Et puis vous aurez des enfants atteints de troubles du comportement qui vont être perturbateurs. Et ça, il faut absolument l'analyser factuellement, loin des passions. Alors, premier point, second point. La laïcité, évidemment. Second point, la laïcité, où là aussi on est beaucoup dans l'idéologie, on n'est jamais dans le concret, et le ministère reste dans les hauteurs. C'est-à-dire qu'on nous vend une action volontariste qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que le Conseil des sages, le vade-mecum de la laïcité est totalement inconnu dans le premier degré. Oui, vous dites que la laïcité n'est pas vraiment enseignée, on ne fait pas comprendre ce qu'est vraiment la laïcité. Parce que l'enseignant qui commettra une faute sera seul. On a bien vu ce qui est arrivé à Samuel Paty. Et ça a servi de leçon à tous les enseignants. Et des cas comme ça, vous voulez dire maintenant autocensure, on se tait, on ne parle plus, on n'ose plus. Bien sûr. Et en plus, les outils fournis sont inadaptés puisque c'est toujours traité comme un problème d'individu à individu, alors que très souvent c'est un problème d'individu, qui est l'enseignant, à un groupe, à une communauté. Et nous avons reçu des enseignants, effectivement, et aussi je crois que souvent la hiérarchie n'est pas très solidaire, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas du tout. Quatrième point, les contenus de programme. Ouais. Parce que si M. Blanquer a annoncé qu'il allait beaucoup se poser en opposition à Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas le cas. Les programmes ont été consciencieusement vidés des contenus. Je vais vous citer un titre, moi je suis dans le premier degré, donc un titre de leçon de géographie pour que les auditeurs comprennent bien. Oui, les programmes actuels, voilà, soyons factuels. Oui, absolument. Vous avez une leçon qui s'appelle habiter un écoquartier. C'est-à-dire, vous imaginez un enfant du fin fond de la Creuse à qui on fait la leçon de Bobo Quinoa Vélib, habitons un écoquartier. C'est juste surréaliste, surtout que parallèlement, on ne connaît plus les montagnes, on ne connaît plus les pays. On doit être hors sol citoyen du monde. On parle, quartier, et ces gens qui habitent la ville ne peuvent pas imaginer que des gens habitent la campagne et faire quelque chose pour eux. Non. Et là aussi, quand une candidate dit on va remettre le français à l'honneur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on va remettre le français à l'honneur pour tout le monde ou est-ce qu'on va se décider à apprendre le français à ces enfants qui ne le maîtrisent pas, qu'ils soient nés en France ou fraîchement arrivés en France? Parce que quand vous êtes à la campagne, personne ne vous apprend le français. Le ministère pense que ça s'apprend par capillarité. Ouais. Or non. Pas du tout. Que ça circule peut-être comme un certain Covid-19. C'est ça, comme un Covid-19. On le prend par inhalation, le français. Alors, dans les cœurs de ville, bien sûr, il y a des outils, mais dès que vous vous éloignez un peu, que vous alliez dans le urbain, que vous allez dans la France périphérique, là, c'est débrouillez-vous.
Même pas des outils numériques, rien. Vous voulez dire, en fait, c'est ce que vous disiez, c'est comme l'école concept flou, on fait un programme pour tout le monde sans voir les spécificités, effectivement, des régions, des pays, etc. Et justement, je conclurai par le quatrième point, ce sont les inégalités territoriales qui n'ont jamais été évaluées dans les répercussions au niveau de l'école. Vous avez les budgets qui peuvent aller, enfin, ça a été évalué il y a 20 ans et jamais depuis, de 1 à 10. Vous avez des bassins d'enseignement qui sont des déserts médicaux. Vous n'avez pas d'orthophoniste, vous n'avez pas de psychomotricien. Il faut 2 ans d'attente pour une orthophoniste. Alors, quand on me dit autonomie des établissements, comme certains candidats, en se disant la main invisible d'Adam Smith va tout régler, tout va s'équilibrer, je suis extrêmement sceptique. Parce que c'est comme de demander à quelqu'un, ben voilà, vous allez faire la course. On va vérifier qui gagne. Alors vous allez courir en 2 chevaux, vous serez en Ferrari, et l'intelligence des acteurs de terrain compensera. Et puis vous êtes unijambiste, mais vous allez courir autant que les autres, etc. Et puis on vous chargera le coffre de Kéron aussi. Magnifique. Voilà. Merci Laurence. Vraiment, votre expérience, vos éclaircissements, c'est bien. Il faut rappeler quand même, il faut mettre l'église au milieu du village. Hein. Oui. À chaque fois, il faut redire les mots. Les vrais mots, le factuel, le concret et des gens qui ont l'expertise du terrain. Merci beaucoup Laurence. Je rappelle que vous êtes venu pour l'occasion de Saint-Martin-de-Londres et je redirige nos auditeurs vers quelques interviews qu'on avait faites à ce sujet avec Véronique Bouzou, Harold Bernatz et puis nous recevrons dans quelques semaines Lou Garance qui publie Chronique noire d'un hussard de la République et puis dans un instant on va continuer avec nos auditeurs et nos auditrices. Et je rappelle que Londres, c'est de là qu'est venu ici Londres, les Français parlent au français. Absolument, c'est notre pas l'oublier ça. À tout de suite. En direct de 7. Sud Radio Bercoff présidentielle, la France dans tous ses états. Bercoff présidentielle et non pas Bercoff président, il y a déjà suffisamment de candidats, on ne va pas se mouiller tout de suite, encore que. On est très heureux, on est au bistrot du marché et on accueille Lionel de Sète. Bonjour Lionel. Bonjour André. Alors Lionel, vous êtes chanteur, mais vous voulez préserver la langue occitane et la culture locale. Vous vous dites que les langues régionales sont délaissées en ce moment, c'est ça ? On parle beaucoup de diversité, et c'est vrai que les langues régionales, surtout à Sète où l'occitan est encore vivant, il est encore enseigné aux petits, et même beaucoup de gens le parlent. Voilà, c'est une langue qui mérite droit de cité dans la diversité. Et oui, c'est vrai qu'on parle de diversité, mais on ne parle jamais de celle-là. Oui. Et à votre avis, c'est un appauvrissement. Vous chantez en occitan ? Oui, dans un groupe qui s'appelle Les Mours de Port. Et on a passé, il y a 40 ans, presque 40 ans, 85, j'ai commencé à collecter les anciens d'ici, là, qui connaissaient encore nos vieilles chansons. Ouais. Et puis on les a relevées, puis rechanté, de manière à ce qu'elles ne se perdent pas. Ouais, et ça, c'est très important. Ouais, parce qu'à Sète, on a des traditions fortes, en particulier les joutes. Ouais. Et au sein des joutes, il y a des moments de convivialité, après la remise des prix, les repas, tout ça. Et on a un grand répertoire chanté en Languedoc, qui ne méritait pas de se perdre. Donc on y a fait attention et il continue à vivre. Et vous tournez un peu dans la région. Comment les gens vous accueillent ? Est-ce que les gens sont heureux d'entendre cette langue que beaucoup ne connaissent plus, hélas ? Ils sont contents, on leur appartient quelque part, parce que c'est encore chanté, c'est encore vivant à Sète. Et puis les gens qui ne sont pas de Sète, c'est une manière de s'intégrer dans la ville, parce que les joutes comme la Languedoc sont des vecteurs d'intégration, quoi. Expliquez les joutes pour les personnes qui ne connaissent pas, effectivement, les joutes de Sète. Alors les joutes, ça vient de l'entraînement des chevaliers en vue des croisades. Ouais. La légende veut qu'à Aigues-Mortes, n'ayant pas la place pour faire manœuvrer leurs chevaux, les tournois sont faits à bord des nefs qui allaient les emporter vers la Terre Sainte. Et donc, ils se sont affrontés sur des... sur des bateaux, en fait. Sur des bateaux en se croisant, voilà. L'héritier de la nomachie des Romains. Formidable. Et voilà, alors on se combat avec une lance et un pavois. Et l'essentiel est de faire tomber son adversaire dignement et avec prestance, de faire tomber dans l'eau, quoi. Et voilà. Et donc les joutes aujourd'hui s'accompagnent effectivement de chansons, etc. De chants, de musique avec le hautbois et le tambour. Pendant près de 20 ans, j'ai joué du hautbois sur la barque. Et vous êtes combien dans le groupe ?
C'est variable. Hein. On peut être à minima 2 et on peut être à maxima 10, quoi, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qui vont venir chanter, qui vont venir avec leur instrument. Et comme c'est un répertoire qui se partage, il est connu de tous. Donc on peut inviter les gens à jouer avec nous, mais à la base on est 2 et on peut être 4. Et juste une chose, Lionel, est-ce qu'on enseigne l'occitan? Oui. Oui, on l'enseigne. Eh bien, on l'enseigne au travers des calendrettes. C'est des écoles primaires occitanes où on parle, où on met les petits en immersion totale. Et puis il y a des cours qui sont donnés en collège et au lycée. C'est en option au bac. Du moins ça l'était il n'y a pas longtemps encore. Mais c'est vrai que c'est dur de partager cette langue dans l'école publique à proprement parler, quoi. Parce que voilà, c'est en rivalité avec la langue française et c'est une rivalité qui est plus mal vécue que les langues étrangères, paradoxalement, quoi. Gilles, c'est dommage, oui, c'est dommage parce qu'il ne faut pas y inquiéter de concurrence, quoi. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'est apprendre ces langues, c'est vraiment superposer, c'est se donner de l'épaisseur linguistique plutôt qu'une sorte de privation, quoi. On est bien d'accord, Lionel. Merci. Gilles Agege, bonjour. Bonjour, André Berkoff. Bonjour. Alors vous êtes effectivement d'ici, vous êtes entre Agde et Sète, c'est ça? J'habite à Sète. J'habite à Sète depuis maintenant 7 ans. Oui. Alors, moi, je fais partie encore des néo-sétois. Parce que 7 ans... Vous êtes un expatrié, quoi. Voilà. Mais comme je suis pied noir d'origine, j'ai plus de facilité pour m'intégrer parmi les Sétois. J'ai cette chance-là. Maintenant, ça fait 33 ans que je suis sur la région... en habitant Palavas, en travaillant sur Montpellier, donc je connais très bien effectivement le tissu local, le tissu culturel et économique local. Alors par rapport à ce qui se passe, par rapport aux campagnes que nous allons connaître, il ne s'agit pas de dire on ne va pas faire du tout de politique au sens politicien du terme, ça va pour qui vous votez ou pas, c'est pas du tout le problème. Mais pour vous, et c'est une question, c'est qu'est-ce qui vous paraît le plus important, qu'est-ce qui vous fait le plus réagir, bondir dans le bon ou dans le mauvais sens? Eh bien, effectivement, sur le terrain, on sent un mal-être très fort. Un mal-être très fort qui, effectivement, part quelque part de... La Maison France semble quand même il y a péril dans la demeure. Effectivement, les gens se plaignent à la fois des services publics, de l'école. Le travail devient difficile aussi à trouver. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'accumule et il est clair que les gens voudraient bien que ça change quelque part. Et est-ce qu'ils ont l'impression que ça va changer ou ils sont plutôt résignés? Je parle des gens que vous côtoyez, des gens que vous rencontrez, etc. Est-ce que c'est plutôt une passivité en disant oui mais on peut rien faire, on parle toujours la même chose, qu'est-ce qu'on peut faire et voilà. Et toujours les mêmes qui reviennent, etc. etc. Eh bien effectivement, alors c'est un peu particulier parce que si on voit les résultats des élections, parce que c'est ça qui est important, Sète est très clivant. On se retrouve quasiment à la moitié de la population qui vote d'un côté gauche et l'autre moitié de la population qui vote du côté droit. Maintenant, il reste effectivement beaucoup d'abstentionnistes, beaucoup de gens qui n'ont pas d'opinion ou qui n'ont jamais voté. Et je pense que c'est ces gens-là qui feront la différence. Les abstentionnistes. Les abstentionnistes, tout à fait. C'est la mission, justement, c'est de convaincre les abstentionnistes, de les ouvrir aux médias qui donnent les bonnes informations. Là aussi, on pourra beaucoup en parler. Il y en a encore, heureusement. Et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Ouais. Et juste une dernière question. C'est quand même, on dit toujours, ça reste la douceur de vivre ici. Oui. Ah oui, Sète, c'est magnifique. Sète, c'est magnifique. Déjà, le soleil, malheureusement, aujourd'hui, il est un petit peu caché, mais on là tout le temps. On le retrouve très souvent. Mais ce qui est intéressant à Sète, c'est d'abord son côté multiculturel. Je crois que c'est vraiment une ville où on va représenter tous les gens qui ont des origines méditerranéennes ici, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Pieds Noirs. Ou même certains Nord-Africains sont très bien assimilés avec nous, ça se passe très très bien. Donc ce côté multiculturel, c'est quelque chose de très fort. On a la chance d'être une ville très médiatisée, effectivement, par les feuilletons de télévision. Oui, et puis, on est enrichi d'une culture très forte, puisque depuis Paul Valéry, donc le poète Paul Valéry, jusqu'à Georges Brassens ou Agnès Varda en cinéma, c'est clair qu'on a toujours été bien représentés.
Et ce qui veut dire qu'à 7, je pense qu'on est capable de créer beaucoup de choses. On crée beaucoup de choses, on innove beaucoup de choses. Et c'est peut-être l'occasion d'innover sur le plan politique. Bah écoutez, qui votera verra, il faut le dire, hein, ça, parce que... merci beaucoup en tout cas Gilles. Merci à vous. Merci à Lionel. Merci André. Je ne vais pas vous demander de chanter, mais juste une phrase. La chanson de 7. Allez-y. Chagrin, faita mala. Nosaltres volem nos amesar per la festa de la cigala, per la festa de l'Isanca. Super, merci. Et je peux vous dire que dans le bistrot, ça chantait aussi. Et puis vous m'avez fait une parfaite transition, Gilles, puisqu'on va parler innovation dans un instant avec Philippe Di Falco. Et puis nos auditeurs restent avec nous jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkhof présidentielle. La France dans tous ses états. Et 7 aussi dans tous ses états, et 7 qui entreprend. 7, c'est évidemment les poésies, la mer, les arts, on va en parler, on en a déjà parlé, mais c'est aussi l'entreprise. Et nous sommes heureux d'accueillir Philippe Falco. Vous avez créé la start-up MiseUp. Exactement. MiseUp pour aider les commerçants de la région à développer leur application mobile et ce qui en découle. Alors expliquez-nous, ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, c'est très simple. Il existe énormément de solutions dans le numérique pour pouvoir se créer ces sites web jusqu'à présent. Et on s'est dit qu'il n'existait pas énormément de solutions pour pouvoir travailler sur le mobile. Il y a eu la période de la pandémie qui a donc forcé la digitalisation, parce qu'il y a quand même une énorme immaturité digitale dans ce domaine. Hein. Et on ne connaît pas très bien tout ça. Exactement, encore, c'est ça. Ouais. On entend tout et n'importe quoi, on a toujours quelqu'un qui va avoir un avis mais qui n'est pas forcément expert. Donc on s'est dit, on va essayer d'un petit peu de professionnaliser la demande et de pouvoir amener des réponses beaucoup plus concrètes et surtout sur des solutions d'avenir comme le mobile, puisque aujourd'hui, et ça c'est des sources vérifiables, une personne sur deux achète sur un mobile, sur un smartphone. Donc, du coup, personne sur deux aujourd'hui. Une personne sur deux, et encore une fois, c'est des sources vérifiées. Ouais. Donc du coup, on est parti de ce constat, on s'est dit, mais pourquoi continuer à travailler sur les sites web qui, à mon avis, vont devenir quelque chose de très obsolète dans le futur. Et donc c'est comme ça que j'ai créé ma propre start-up. Et j'avais créé moi une application mobile pour moi au début par passion. Ouais. Je suis pas du tout issu de ça au départ. Moi j'étais coach sportif, même si mon père était issu de l'audiovisuel, mais de son époque. Et donc du coup moi j'ai créé ma boîte en me disant tiens, vu que je veux faire des applications mobiles, je sais pas trop coder, donc j'ai appris le codage. Je me suis fait un outil pour pouvoir faire des codes très simplement. Et petit à petit, je me suis dit, mais si moi j'arrive à faire ces codes aussi simples en n'étant pas développeur, pourquoi ne pas ouvrir ça à une demande beaucoup plus large? Et de fil en aiguille, les choses se sont faites. Ça a pris 3 ans jusqu'à ce que je sois prêt finalement. Alors comment vous avez commencé avec les commerçants? C'est toi, bien sûr. Bien sûr, exactement. Ici, etc. On a commencé avec 7 et on s'est même étendu maintenant. On a même des contrats qui sont étendus même au-delà du territoire, parce qu'on a un contrat au Portugal, on en a un autre à Saint-Barthélemy, j'en ai un autre aussi. Et vous avez commencé en novembre 2020, hein, c'est très récent. Enfin. Exactement, et la demande a explosé. Est-ce que c'est la pandémie qui a fait ça, ou est-ce que c'est parce que justement on a voulu prôner un discours qui soit le plus compréhensible possible pour tous? C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur des termes techniques comme le ferait n'importe quel professionnel, j'ai eu cette chance de pouvoir évoluer, moi, de mon expérience dans des sociétés où on avait besoin de tout ce qu'il faut pour n'importe quelle société. Et donc, je suis arrivé avec mes équipes à les former sur un discours qui soit le plus compréhensible et qui ait une vraie traduction entre la technique et le besoin qu'il y a sur le terrain et les besoins des entrepreneurs. Donc, quand vous voyez les commerçants, et comme moi aussi, on ne connaît pas bien la technique, on est amateur, comment vous arrivez à les convaincre? Parce que c'est pas évident. Très simplement. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis issu du sport à la base. Et dans le sport, il y a beaucoup de coachs sportifs qui vont être sur des discours où ils vont vous expliquer la science, ils vont vous expliquer comment fonctionne le corps humain. Vous, la réelle finalité, vous avez besoin de savoir comment perdre du poids. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne votre corps. Là, c'est le même principe. On va être sur une explication qui va être la plus claire et la plus simple possible, avec pourtant derrière des technologies qui sont les toutes dernières techniques possibles. Oui, qui sont elles complexes, mais eux, par exemple, vous avez dit, voilà, ça va être très simple. Exactement. D'utiliser cette application pour vos objectifs. Voilà. Et on peut nous créer l'application pour le client, ou alors inversement, le client se crée soi-même son appli parce que c'est une simplicité qui a été réfléchie pour ça. Je comprends. Et le client va nous démarcher, nous appeler. Admettons que ça soit le boulanger du coin qui veut exporter donc ses confections. Il va simplement me dire, moi j'ai ce besoin-là, je veux exporter mes confections de partout en France, et nous on va se débrouiller avec notre savoir-faire pour pouvoir allier les deux. Et le commerçant vous donne effectivement son objectif dans sa matière, dans son domaine, et vous créez l'application pour lui. Exactement, c'est notre métier, c'est à nous de faire ça. Et en plus, vu qu'on
qu'on est sur les toutes dernières technologies et il y a très peu de développeurs en France qui utilisent cette technique. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient, on appelle ça le langage Dart, qui est créé par Flutter et qui appartient à Google. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle divise par 2 le temps. Nous, dans notre métier, ce qui coûte très cher, c'est le temps. Bien sûr. Comme on divise par 2 le temps, on divise également par 2 le prix. Et donc forcément, on est sur des tarifs qui sont extrêmement compétitifs. Eh bien écoutez, c'est intéressant à 7 et en dehors de 7, je dis ça à tous les auditeurs de Sud Radio. Misap, comment on peut vous contacter? Vous avez sur le site? De partout, ça peut être sur le site, ça peut être directement sur nos réseaux sociaux, où ils veulent. Il suffit de taper Misap sur Google et vous nous trouvez. Voilà, Misap, ça s'écrit M-I-2-Z-U-P. Exactement. Et voilà, écoutez, facilitez-vous la vie, c'est toujours bon de se faciliter la vie, sans se faire bouffer par la technologie, bien sûr. C'est ça. Merci. Merci à vous. Molly Grégo. Bonjour. Bonjour, compagnie théâtrale de la mer. Oui. Et vous êtes à côté du cimetière marin, vous, si je ne me... Non. Alors nous, on est une compagnie indépendante. Ah oui. Et nous sommes des anartistes, c'est-à-dire que nous sommes sans lieu. Des anartistes? Oui. Comme anarchistes ou quoi? Que non, comme Marcel Duchamp. Ah oui, d'accord. Je veux dire, c'est une bonne référence. Voilà, non, on n'a pas de lieu, mais on a joué au Théâtre de la Mer, on a joué au Théâtre Molière, on a joué un peu partout en France et à l'étranger. On a été pendant 25 ans une compagnie conventionnée par le ministère de la Culture. Donc, vous n'avez pas beaucoup cité Jean Villard, qui est né à une rue de nous, rue Gambetta. C'est vrai, on n'a pas cité. Et Jean Villard... Marquez si on citait tous les personnes qui sont nées à 7 ou qui connaissent 7, il y en a beaucoup, oui. Il est quand même important parce que pendant qu'on fêtait les 100 ans de la mort de Brassens, on ne fêtait pas les 50 ans de la mort de Villard. Et heureusement, la directrice du musée Paul Valéry nous l'a fait faire en mai dans les très beaux jardins du musée Paul Valéry que vous irez visiter parce que c'est un magnifique lieu, j'espère. Si, on y mange bien aussi. J'ai déjà visité, c'est magnifique, je suis d'accord avec vous. Et avec Bruno Puzzoulou, nous avons monté un spectacle où il y avait Yves Ferry à partir des conversations entre Puzzoulou et Philippe Noiret à propos de l'entrée de Philippe Noiret chez Villard. Donc on n'a pas fait les notes de service, tout ça. C'était très joli, c'était un dialogue très joli pour fêter les 50 ans de la mort de Villard, qui est notre grand-père. Hein. Nous sommes les enfants du service public. National populaire, Avignon. Oui, mais Villard n'a jamais joué à 7. Jamais. Non, jamais. Et le Rock'n'Roll que vous avez vu, qui est le bateau où on a fêté Brassens. D'ailleurs, nous avons fait 2 spectacles Brassens sur le Rock'n'Roll, c'est à Ballaruc aussi. C'est une sorte de rocher entre 7 et Ballaruc, dans l'étang de Thau. C'est un rocher où il n'y a rien, personne, où il y a juste un phare. Et Brassens allait s'y réfugier, parce que vous savez, 7 avec ses artistes, hein, c'est pas toujours... Avec Brassens, on peut faire des t-shirts, on peut faire plein de choses, hein, amener Carla Bruni et compagnie. Mais Villard, c'est pas pareil, on peut pas aussi bien... Enfin si, on pourrait faire des t-shirts, vive Villard. Non mais la différence, c'est pas ça, c'est que Brassens, c'est toujours dans les chansons, bien etc. sûr, bien sûr. Il n'y a pas à comparer. Hein, non, mais Molière, on y pense encore. Et Villard, on l'a oublié un peu. Oui, c'est vrai. Mais Molière a écrit des pièces. Oui. Villard les a mises en scène. C'est vrai. Vive les auteurs. Les auteurs. Vous êtes vous-même auteur. Et vous continuez, Molly Grégo? On continue parce qu'on a des partenariats. C'est-à-dire que même si on n'est plus subventionné par le ministère de la Culture, salut Madame Bachelot, qui a disparu un peu de partout, mais bon, on l'appelle. Venez, on vous invite à manger des huîtres à 7. Oui, pas trop. Vous avez vu sa corpulence? Oh non, on n'a dit pas le corps. Hein. C'est pas gentil. C'est vrai. Elle est charmante au demeurant. Oui. Enfin bon, mais c'est vrai que... et là, vos prochains spectacles, c'est quoi? Alors, j'ai écrit un texte sur un père pied noir qui, tout d'un coup, réalise le gâchis qu'il y a eu entre le petit peuple algérien et le petit peuple pied noir, parce qu'il n'y avait pas que des colons. Et donc, on l'a joué à Alger, à l'Institut français d'Alger, on l'a joué à Montpellier, on l'a joué beaucoup en Occitanie, mais avec la pandémie, ça s'est un peu arrêté. Et c'est une balance entre mes textes sur ce père pied noir qui s'adresse à son fils et le poète Camus, qui parle de la beauté, de la sensualité. Albert Camus, carrément. Albert Camus. Donc c'est une balance entre des textes que j'ai écrits et qui sont parus à l'Harmattan et les textes de Camus qui disent, enfin c'est toujours somptueux Camus. Et ce père qui regrette. Et en Algérie, quand on a joué... et la justice, c'était très beau. Ah ouais, ça c'est une autre histoire, oui. Et en Algérie, les gens étaient en larmes et ils nous tombaient dans les bras en disant vous remettez les pendules à l'heure, mais à quelle heure? C'est pas fini cette histoire. C'est pas fini. Non. Merci Monique Grégo.
Grégoire. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Et on entend les couverts qui s'agitent derrière et les applaudissements évidemment des Sétois. Le micro leur est ouvert, on en parle dans un instant. De 7. Sud Radio Bercoff présidentielle, la France dans tous ses états. Et nous sommes évidemment au bistrot du marché et il y a beaucoup de monde et on est vraiment très heureux d'être là et je dois dire que nous avons été reçus. On a arpenté le marché de Sète et c'était formidable l'accueil qu'on a eu, je le dis, vraiment très 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 émouvant à tout point de vue. Michel. Alors Michel, je sais que vous êtes habitant de Sète et en s'asseyant, vous m'avez dit on va aborder les sujets qui fâchent. Alors c'est quoi le sujet qui fâche ou les sujets qui fâchent? Disons que je suis un retraité lambda moyen et je suis un retraité en colère vu la gestion de cette crise sanitaire que nous subissons maintenant depuis 2 ans. Et surtout ce qui me met le plus en colère, c'est ce pass vaccinal. Pourquoi ça vous met en colère ce pass vaccinal? Parce qu'il n'a aucune valeur scientifique réelle. Ce n'est pas démontré et on sait maintenant depuis quelque temps que ce pass vaccinal est en étude dans les bureaux de l'Union européenne et que depuis 2019 déjà on prévoyait de mettre en place ce pass vaccinal qui en définitive non pas un pass sanitaire qui aiderait la population à mieux être, mais en définitive à mieux la contrôler, à mieux savoir où elle va, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Et petit à petit, moi j'ai l'impression que... pour vous c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle permanent qui va donner droit à certains de pouvoir aller où il veut, de faire ce qu'il veut, et puis à d'autres, on va les exclure, on va les emmerder, comme dit si bien notre président, puisque c'est le mot à la mode, emmerder les gens. Je pense que quand on est président de la République, quand on est au gouvernement, on n'est pas là pour emmerder les gens, mais on est là justement pour essayer de les rassembler, de les réunir, d'avoir un projet commun. Or, quel est le projet commun actuellement de ce gouvernement, de ce président ? J'ai bien peur qu'on aille droit dans le mur à la méthode à la chinoise, si vous voulez, le crédit social à la chinoise. Et petit à petit, avec ce pass vaccinal, malheureusement, on va y arriver. Et il faut que des gens comme vous, et je remercie d'ailleurs votre radio et vous-même, pour donner la parole à des auditeurs qui, comme moi, sont ulcérés de ceci, afin d'être dénoncés le plus ouvertement, le plus longtemps possible. Voilà. Et l'impression que vous avez, c'est que nous avons un grand, je dirais, pour les croyants, un grand, je dirais presque une personne divine pour les croyants et un grand monsieur pour les autres qui s'appelait Jésus-Christ. Oui. Il disait aimez-vous les uns les autres et aujourd'hui c'est emmerdez-vous les uns les autres. C'est exactement ça, oui, voilà. Alors c'est triste d'en arriver là, mais c'est une situation qui ne peut pas être. Je ne pense pas que dans une démocratie qui se veut être démocratie, on puisse accepter ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment ulcérant. C'est, en définitive, on revient à la préhistoire, je sais pas, ou dans un autre temps, dans un autre monde de fonctionnement. Alors peut-être qu'il y en a que ça plaise de pouvoir emmerder les gens et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent tranquillement dans leur coin. Il y a la discrimination qui vous gêne. Exactement. Telle ou telle catégorie de population, c'est ça. Pourquoi ? Alors donc on va reprocher d'être raciste parce que le blanc il n'aime pas le noir ou le noir n'aime pas le blanc, mais en définitive on fait la même chose avec ce système. Donc, on marche un peu sur la tête, quoi. C'est ça qu'ils veulent dire. Je comprends. Je comprends. Voilà. C'est un vrai sujet qui fâche, effectivement, et c'est un vrai problème. On en parle beaucoup dans l'émission et on en parle beaucoup à la radio. Parce qu'on voit, on a beaucoup d'auditeurs comme vous qui réagissent effectivement. Oui, je vous écoute et je l'entends et merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Un deuxième petit point également, je trouve, sur la vaccination justement, qui n'est pas obligatoire mais qui l'est tout comme. Vous savez qu'on vaccine les enfants aujourd'hui avec Pfizer. Oui. On oblige les enfants qui sont de la DAS ou qui sont dans des foyers, on leur donne la vaccination obligatoire. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, ça a été dénoncé par une des députées. Oui. Vous voulez dire que les enfants de la DAS, les enfants de la DAS sont soumis à une vaccination obligatoire. Sont soumis à une vaccination. On va vérifier. Ça, alors là, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment là encore plus ulcéré, si vous voulez, parce que ils n'ont pas de réponse. Mais la vaccination n'étant pas obligatoire... Voilà, mais on les vaccine quand même. Il y a plus de 4500 enfants qui ont été vaccinés comme ça. Parce qu'ils font partie de la DAS. Écoutez, on va... je ne sais pas que je ne crois pas, mais on va vérifier. Mais c'est très grave, ça. Si exactement. Voilà. Merci. De rien, merci.
Chère madame, oui. Vous voulez parler des EHPAD? Oui. Dites-moi, pourquoi? Eh bien, tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Mélissa Thuriot. Il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 8-10 ans, elle avait fait une émission télévision sur les EHPAD. Ça m'a... La femme de Monsieur Debbouze. Non, de Jamel. Jamel Debbouze. Oui, c'est pas grave. c'est pas grave. Oui. À cette époque, ma maman était en EHPAD, elle est restée 7 ans, donc je connais un peu le sujet quand même. Ça m'avait très choqué son émission, mais finalement ça n'a abouti à rien, puisque ça fait 8-10 ans à peu près. Hein. Personne n'en a parlé. Personne ne lui a dit merci. Personne n'en parle aujourd'hui. Je trouve que c'est pas bien. C'était la première qu'il avait fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Et puis il n'y a pas eu que le bouquin d'ailleurs. Il n'y a pas eu que le bouquin de ce monsieur qui vient de sortir. Oui, mais enfin c'est bien qu'il l'ait fait, mais il y a eu d'autres choses. Voilà. Bien. Il a quand même sonné la charge, il l'a rappelé. Mais c'est vrai que c'est triste d'attendre un livre pour réagir à cela. Mais pour vous, là, vous avez votre mère, etc. Vous avez, ma maman, oui. Oui. Vous avez constaté une situation difficile pour elle, c'était où oui. Ça se passait bien, parce qu'il y a des EHPAD où ça se passe bien. C'était difficile à cette époque-là. C'était un EHPAD de l'hôpital, de Valence dans la Drôme, où je suis née. Et elle avait fait un AVC, donc elle était paralysée du côté gauche, on ne pouvait rien faire. Elle ne voulait pas rester à la maison de toute façon, donc on a été obligé d'aller, voilà. Et j'y étais tous les jours. Hein. Et grâce à Dieu, je ne travaillais plus. J'étais rentrée de mes îles là-bas et bon, je pouvais m'en occuper comme je voulais. C'était bien difficile des jours. J'arrivais, c'était bien difficile. Et dites-moi, vous aujourd'hui, alors on parle des... Vous par exemple, est-ce que vous allez voter ou pas? Je ne vous demande pas pour qui, hein, mais est-ce que vous allez voter? Et je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis quelqu'un qui ne vote pas. J'ai voté une fois dans ma vie. Je suis en train de me demander si je vais le faire ou pas. Mais avec l'exemple qu'on a là de la mairie de Sète, je me dis, et puis toutes les autres. Oh là là. Si, il faut voter. Voter quoi, blanc? Non, mais voter, on parle des présidentielles et des législatives. Là. Oui. Donc vous n'avez jamais voté? Si, une fois, pour Mitterrand. À l'époque où il y avait Mitterrand. J'ai pas dit que j'avais voté pour. En tout cas, merci de votre témoignage. Et je crois que nous accueillons Antoine là qui va. Merci en tout cas. Et avant de recevoir Laurent qui est venu nous rejoindre depuis Montpellier, nous allons prendre Jean-François qui nous appelle de Muret au 0826 300 300. Bonjour. Oui, bonjour Jean-François. Oui, bonjour André, bonjour Seth, bonjour les auditeurs. Moi, c'était pour le convoi de la liberté que je soutiens. Oui. Mais je voudrais quand même dire, il faut une telle chose, monter des convois et tout, pour s'apercevoir que notre liberté fout le camp. C'est tous les jours que notre liberté fout le camp. Dans n'importe quel métier que vous faites, on vous impose, on essaye de vous casser à 1000 morceaux. Donc, la liberté, mais ça fait déjà un sacré moment qu'elle fout le camp. Hein, depuis des années, on nous grignote tout. À tout le monde, à tout le peuple. Hein, ça commence par la liberté, fais pas ci, fais pas ça. Et puis après, ça s'envenime. Et on va finir dans une dictature. Voilà. Alors moi j'ai une question à vous poser de ce point de vue. Pourquoi à votre avis le peuple accepte? Pourquoi? Parce tout le monde dit voilà c'est vrai, il n'y a plus de liberté, mais pourquoi on accepte? Pourquoi les gens ne réagissent pas plus que ça? Je vais vous dire. Allô? Oui, on vous écoute. Je prends un exemple que je connais très bien, l'agriculture. Aujourd'hui, on ne jure que par le bio. Parce que si vous n'êtes pas bio, vous êtes un assassin. Bon. Et moi, monsieur, je tiens à vous dire, et aux auditeurs, ce qu'on ne vous dit pas, si on fait du bio, on va tous crever de faim. Pourquoi? Le rendement, que ce soit en céréales ou n'importe quoi, c'est l'ordre de 5 à 6 quintaux hectares. Donc, je veux qu'on me dise. Je veux que l'on me dise comment on va faire pour nourrir la population.
Et tout à l'heure, on m'avait posé une question. Pourquoi on accepte ça? Vous savez, monsieur Berkoff, tant que le français, il a l'assiette pleine, ça va. Mais le jour, et on y va, malheureusement, l'assiette sera vide, ça va changer beaucoup de choses. Ça, je pense ça. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec Jacques Brel quand il dit bio, bio, bio et con à la fois? C'est ça? Ah oui, voilà, parfaitement. Parfaitement. Non, c'était une plaisanterie, mais je comprends votre point de vue. En tout cas, on ne peut pas dire c'est uniquement bio et tout le reste, ça n'existe pas. C'est ce noir et blanc qui est idiot. Et j'espère que la passivité, c'est bien, que des gens comme vous, des auditeurs comme vous réagissent. Et ça, c'est le plus important. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Les assiettes se remplissent au bistrot du marché. Il nous reste un quart d'heure jusqu'à 14h sur Sud Radio avec André Berkoff et les auditeurs. À tout de suite. En direct de Sète. Sud Radio Berkoff présidentielle. La France dans tous ses états. Et en direct du bistrot du marché à Sète, nous recevons Laurent. Laurent, vous êtes venu de Montpellier. Oui, bonjour André, bonjour à tous les Sétois. Je suis venu de Montpellier, mais j'habitais à Sète dans mon enfance, avenue de Verdun. Oui. Mon père était gendarme, donc c'était l'ancienne gendarmerie là-bas, et je suis allé à l'école Hélène Boucher, qui se trouve juste à côté, quoi, à la maternelle. Voilà. Donc j'étais venu pour parler de l'énergie essentiellement, et pour demander à Emmanuel Macron si ce n'est pas trop tard de rouvrir Fessenheim. Est-ce que le démantèlement a commencé entièrement ou pas? Vrai sujet, oui. Ah oui, est-ce que c'est déjà trop tard ou pas? Bonne question. C'est la question, parce que nous voyons que là encore, avec deux petits problèmes de corrosion sur 3 réacteurs supplémentaires, ça en fait 8 qui sont à l'arrêt. Et si dans la politique générale tout le monde veut relocaliser, il ne sera pas possible sans énergie, quoi. On ne va pas faire du vélo avec des dynamos pour fondre de l'acier, quoi. Non seulement ça, vous avez vu les pannes d'électricité possibles, vous avez eu la hausse du prix de l'électricité, enfin je veux dire, et du gaz en plus. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, bon, le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole, ça, bon, ben, on le subit. Et pour l'électricité, ce qui est très curieux en Europe, c'est que c'est celui qui stabilise le réseau qui fixe son prix. Et donc, si c'est une centrale à charbon ou une centrale au gaz n'importe où, bon, ben, pour pas que le réseau s'effondre, eh ben, il va vendre son kilowattheure et ça va tout faire monter. Ce sont des accords européens, de la plaque de cuivre européenne. C'est un peu compliqué, ça, mais c'est scandaleux. Non, mais par exemple, vous trouvez que vous n'êtes pas spécialement en transition énergétique, écologiste, Pompili? Il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire, moi j'ai lu les 6 scénarios de RTE sur la transition énergétique. Je les ai lus en diagonale quand même, parce qu'il y a beaucoup de pages. Et sur les 3 premiers scénarios 100% renouvelables avec le nucléaire qui décroît naturellement, bon, ben, tout ça ne tient pas. Ce ne sera pas possible de relocaliser, du moins. On peut avoir en effet que du renouvelable fatal, mais à ce moment-là, ben, on n'a plus d'industrie lourde. Il faut savoir qu'en France, on a quand même 520 entreprises électro-intensives qui ont besoin de beaucoup de courant pour fonctionner, que ce soit voilà. Donc ces entreprises-là ont besoin d'un courant stable et ces entreprises quand même représentent 20% de la consommation électrique française. Donc il faut les produire. Et vous-même, alors je veux dire, au-delà de cette histoire d'énergie qui est extrêmement importante et qui va être fondamentale d'ailleurs pour les enjeux vous-même, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce que on a une gestion plus politique que sanitaire? Est-ce que la politique a encore une marge de manœuvre? Comment, comme citoyen, vous éprouvez, vous dites, est-ce que les gens qui nous gouvernent, quel que soit, de quelque bord qu'ils soient, est-ce qu'ils ont encore la maîtrise, ou l'impression que vous avez, c'est qu'ils n'ont plus la maîtrise? Et je pense qu'ils ne maîtrisent pas tout. Parce que nous sommes interconnectés avec d'autres pays de l'Europe. Les Allemands donnent le tempo pour pas mal de choses, il ne faut pas l'oublier, même pour la grosseur des véhicules. L'automobile français s'accorde sur la grosseur des voitures allemandes. La preuve, regardez la taille d'une Clio ou d'une... c'est énorme. Donc non, on ne maîtrise plus grand-chose. Enfin, j'exagère un peu, on maîtrise quand même encore des choses. Mais pour l'énergie, on est vraiment tributaire des autres. On ne produit pas grand-chose en France, on importe beaucoup de choses de partout. Et si, par hasard, on réussissait la transition énergétique au niveau des hydrocarbures, ça veut dire que des pays qui sont partenaires, comme l'Algérie ou d'autres, ne recevraient plus notre argent, puisqu'on ne leur en achèterait plus. Alors,
Comment ça va faire ça? Il faut le réfléchir ça aussi. Si on doit donner 3 milliards par an à l'Algérie pour du gaz et du pétrole, et on ne les donne plus, puisqu'on marche avec autre chose. Oui, non, voilà, c'est leur problème on va dire, et non, c'est le nôtre aussi. Non, je sais, mais enfin les intérêts français doivent primer. Ah, tout à fait, mais moi je suis franco-français, il n'y a pas de problème. Mais on est interconnectés, donc il faut voir ça dans une globalité, c'est pas si simple. Hein. Alors les paroles de Pompili, bon ben, elle fait de la politique, elle. Moi je regarde. Restez avec nous, Laurent, qui vous êtes venu de Montpellier. Il y a Guy qui nous appelle de Paris pour réagir à ce sujet justement de la désindustrialisation. Oui, Guy, bonjour. Bonjour André Berkoff, encore une très bonne émission, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Donc moi j'ai été chef d'entreprise toute ma vie, j'ai 71 ans. J'ai œuvré dans différents types d'activités, aussi bien dans l'ingénierie, dans l'industrie que dans l'artisanat. Et j'ai fait partie aussi du Conseil national d'entreprise, syndicat créé par Gérard Nicot. Et depuis plus de 30 ans, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passait concernant les entreprises. D'une part, l'imposition très lourde, qui était la plus lourde du monde, 50% sur les bénéfices, mais après avoir tout payé. Donc c'était invivable pour les entreprises. Et puis aussi l'appât du gain de ces entreprises pour pouvoir faire travailler des ouvriers à 20 fois ou 30 fois moins de coûts et pour pouvoir ensuite importer en France. Ce principe qui a été dénoncé tout à l'heure avec cette dame que vous avez interrogée, André Berkoff, concernant la prestation l'orientation vers la prestation de services, ça a supprimé tout ce qui était travail manuel. C'est terrible ça, on a laissé ces gens sur le bord de la route, c'était d'une suffisance et d'un orgueil. Et comment ces gens ont été rattrapés? Par le chômage, c'est-à-dire les emprunts énormes que nous avons faits ont payé des chômeurs qui n'ont pas produit de richesse. Oui, alors, nous nous sommes battus depuis 30 ans, nous sommes battus pour que les entreprises reviennent en France. Mais on n'était pas écoutés. On partait en prospection auprès des chefs d'entreprise pour qu'ils s'unissent à nous, et ces chefs d'entreprise n'ont pas bougé aussi. Les commerçants, les artisans, les PME, PMI ne bougeaient pas. La CGPME a été inefficace. Nous avons réussi à bloquer, le gouvernement bloquer l'URSSAF, qui mettait en liquidation des entreprises qui ne pouvaient pas payer les charges, notamment en 98, quand nous avons révélé que l'URSSAF n'avait pas d'existence légale. Nous avons payé en tant que chef d'entreprise. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a bradé effectivement tout un trésor, en fait, tout un gisement, tout un patrimoine au vrai sens du terme, et qu'on a laissé partir, quoi. Qu'on a laissé, ce que disait Karine sur la délocalisation. Ce patrimoine était dans l'intérieur des terres, il était dans ce qu'on appelle en ce moment le désert. Or, quand vous avez des industries qui sont dans un endroit, vous avez automatiquement des médecins, des commerçants, des artisans. Vous avez, comme l'a dit la dame, lorsque vous enlevez une industrie dans un endroit, ce n'est pas qu'une industrie que vous enlevez. Vous avez les familles, vous avez les prestataires de services, vous avez tout ce qui va. Voilà, exactement. C'est toute une économie qui disparaît dans un département. Et ça, moi je n'ai pas enterré ces présidents Giscard, Mitterrand, Chirac, je les ai pas enterrés avec tous les honneurs. Pour moi, ce sont des gens qui nous ont trahis. Qui ont voulu garder leur poste en satisfaisant ce peuple capricieux, teigneux, en lui accordant tout ce qu'il voulait, mais sans réfléchir, au lieu que d'éduquer ce peuple, que de lui dire la vérité, lui dire voilà dans quelle situation nous sommes. Et c'est ce que Macron n'a pas su faire quand il est arrivé au pouvoir. Quand maintenant, au bout de 4 ans et demi, il nous dit je vais réindustrialiser, mais c'est pas maintenant qu'il fallait réindustrialiser, monsieur Macron, c'est il y a 4 ans et demi qu'il fallait commencer à faire ça. Clair. Il fallait depuis des années. Merci Guy de vous... Juste un mot à Laurent, puisque vous êtes de Montpellier, vous êtes aussi de Sète. Oui. Pour la région, pour Sète, pour Montpellier, on arrive à la fin de cette émission, on aurait tellement, on pourrait faire 2 heures encore. Qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important pour vous, en fonction de... Vous aussi, vous êtes comme madame, ce que disait Lily, vous allez voter, vous n'allez pas voter? Moi, je vais aller voter, oui, j'ai toujours voté, donc ça, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est normal. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le plus important, ce serait peut-être de régler les problèmes de circulation automobile, parce que le matin, quand on va au travail, c'est une catastrophe. Tout est coincé partout, alors que on n'est pas nombreux dans la région, là, on est 300 000, et on ne s'en sort pas. Donc, pour entrer dans le Sète, pour entrer dans Montpellier, pour sortir, ça, c'est un problème qu'on pourrait
pourrait régler. Parce que la politique veut éliminer les voitures, mais enfin, on ne peut pas se déplacer à vélo. Une certaine ville qui s'appelle Paris connaît ça aussi, avec les personnes qui la dirigent. Mais c'est encore autre chose. On a Bernard. Bonjour Bernard. Oui, Bernard, bonjour André Berkoff, Sud Radio, et bonjour à 7. Vous vouliez nous parler de Brassens, Bernard, pour finir. Oui, alors écoutez, vite fait, j'ai connu mon épouse dans les années 70. Après, j'ai travaillé au VVF de Balaruc. Je grattais déjà la guitare. Et dans les années 80, j'ai participé aux Journées Brassens, où j'ai rencontré d'ailleurs Michel Jonas, Hervé Christiani et bien d'autres. Hervé Christiani qui nous a quittés. Et voilà, donc j'avais écrit une chanson pour Brassens le jour même de son décès, c'est-à-dire en 81. Oui. Alors je peux vous dire 4 lignes. Bon, je ne prends pas ma guitare, ça serait trop long pour vous. Voilà, donc voilà. Le visage buriné par les rides un peu salées du pêcheur qui a essuyé plus d'un naufrage. Une moustache qui vit sortir des vers et des pieds de nez par milliers. Voilà. Ta bouffarde qui sait, de ta verve le secret, feu sacré de ces mots qui n'iront pas en fumée. Voilà, et puis après il y a le refrain. Eh ben c'est superbe, merci. Alors je la joue en jazz, vous pouvez leur dire. Voilà. Ouais. En tout cas, vous savez, mais c'est nous. Et si vous passez par 7, allez voir l'espace Brassens, il est vraiment formidable. Et alors, figurez-vous que André, que vous pouvez le dire à Antoine, je l'ai vu, et il est sur la route dans la direction de la mer, avec voilà. Et donc, pour préciser, mon épouse, son grand-père fabriquait, il habitait en haut de Saint-Clair, il fabriquait des costumes, il s'appelait Monsieur Nicoletta. Voilà. Oh, c'est joli ça. Comme la chanteuse. Mais Nicoletta, je pense que dans vos comparses autour du micro, il y en a avoir qui le connaissent. Il y a eu un boxeur d'ailleurs. Voilà, il s'appelait Victor Nicoletta. Il faisait les costumes à Georges Brassens. Et j'ai vu d'ailleurs des patrons là-bas dans l'atelier. Eh bien, écoutez, elle va être ravie, absolument. Merci, merci Bernard. Et je voudrais vraiment ajouter merci à Seth et merci au bistrot, vraiment au bistrot du marché, à Philippe Vaudot et à Simon Julien. On a été accueillis formidablement bien et on reviendra. Et Bernard, je suis déçu, vous n'avez pas chanté en occitan comme Lionel tout à l'heure, et vous pourrez retrouver cette émission sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Et dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui va parler du rôle d'une mère. Vaste sujet, à tout de suite.